Chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode numéro 5 de notre série perpétuelle qui vise à vous présenter des montres d'exception, des montres magnifiques, des montres avec des jolis détails que j'ai l'honneur d'avoir en expertise sous mes yeux et d'apprendre énormément à leur contact. L'idée de la série était juste d'aller vers vous, de vous partager ces montres-là et de partager évidemment quelques petits tips. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir davantage de choses. Si vous posez des questions, j'y répondrai avec plaisir et ça aura peut-être une influence sur les prochaines vidéos. Quoi qu'il en soit, pour ce 5e épisode de notre série perpétuelle, j'ai le plaisir de vous présenter, je pense, une des plus belles sélections depuis le début de cette série. Sélection qui va être vendue aux enchères chez Rossini, chez la maison de vente Rossini, le 26 novembre à 14 h dans un très très bel espace en face de l'hôtel Drouot, au 7 rue Rossini. Et entre vous et moi, je vous conseille de rester jusqu'à la fin où je vais vous présenter mon coup de cœur, une montre de poche à triple boîtier du début du 19e siècle avec des décors peints juste fantastiques. Mais ça, c'est seulement à la fin. C'est maintenant, c'est tout de suite et c'est seulement sur les Ravilleurs. Chers amis, nous allons commencer avec une référence Rolex Submariner 1680. J'aime toujours ce petit bruit des bracelets Oyster. Rolex, d'ailleurs, les bracelets jubilés font aussi du bruit, il ne faut pas les négliger. Référence 1680, Rolex qui apparaît dans la seconde moitié des années 60, a priori 66, 67 selon les numéros de série des boîtiers que l'on a pu voir. Et cette 1680, elle apporte une grosse nouveauté dans les montres Rolex Submariner, parce qu'elle va vivre en même temps que la 5513 et la 5512, qui n'ont pas de date. En effet, chers amis, la référence 1680 chez Rolex va avoir une date. Et si elle est produite entre 66-67 et la fin des années 1970, on va avoir une multitude de variétés de cadrans. Vous savez, les amoureux d'horlogerie, les amateurs, les collectionneurs, les geeks, les fous, donnent des petits noms, toujours savants, soit aux séries de montres, soit aux cadrans avec des MK1, MK2 jusqu'à MK7, 8, 9, 10. En veux-tu, en voilà du MK, vous en aurez. Et ici, je ne vais pas forcément m'attarder sur les MK parce que c'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est surtout de vous parler de la couleur de ce cadran, et en particulier du lettrage rouge à 6 heures. En fait, jusqu'au milieu des années 70, vous allez avoir des cadrans avec le Red Sub, c'est le Submariner, écrit en rouge. Mais pour les premières variétés de cadrans, vous allez avoir en fait, et vous voyez sur les images de Valentin, l'écriture Submariner en rouge qui est peinte sur une écriture Submariner en blanche. Quand je dis peint, c'est pas peint à la main, c'est fait par décalque. Mais donc vous avez d'abord Submariner en blanc et par-dessus on va mettre Submariner en rouge. Ici, c'est la deuxième génération de cadrans parce qu'on voit que les 6 qui sont sous Submariner dans 660 pieds, 660 feet, sont des 6 ouverts. Ça, c'est un tout petit détail que j'aime beaucoup voir. Évidemment, vous remarquez la particularité de cette 1680, en plus d'avoir cette écriture rouge, c'est d'avoir un cadran qui a bien patiné. Donc là, on est vraiment dans le pot du Nesquik, on est en train de couler et il y a beaucoup de chocolat autour de nous. Vous voyez que à l'extrémité, on a encore la couleur originelle noire de ce cadran, mais plus on va vers le centre et même vers 6h, 7h et 8h, plus on a une couleur marron. Ça, c'est un défaut, clairement. C'est la détérioration des vernis qui étaient mis sur les cadrans, détérioration de la peinture. Alors, détérioration, il faut le dire, mais au fil du temps, c'est devenu un petit plus, un supplément d'âme assez dingue. Et ces montres-là, en général, quand la patine est homogène, comme c'est le cas sur notre exemplaire, les gens sont un peu dingues et les prix s'envolent. Bref, 1680 ici, qui nous indique que la montre est de 1970 grâce à son numéro de série en 2 millions 2. Cette écriture rouge par-dessus une écriture blanche, cette patine du cadran juste dingue. Bon, le bracelet Oyster, il est sympa, il n'est pas d'origine sur ce modèle-là, ça c'est plutôt pour des Datejust. Ici, quand on a normalement affaire à une montre de plongée chez Rolex, vous avez un bracelet avec une sécurité, vous avez un bracelet avec une extension de plongée. Ici, ce n'est pas le cas, mais peu importe, ça se retrouve très facilement. Mais par contre, d'avoir une tête de montre comme ça, avec un aussi beau cadran, ça c'est moins le cas. Chers amis, passons du coq à l'âne. Après une Submariner 1680 Red, donc montre de plongée par excellence, montre sportive, j'ai envie de vous parler d'une montre qui a brisé mon cœur dans le bon sens du terme. À première vue, on a une très belle montre signée Hermès avec à midi cet index H très stylisé, deux lignes sur le cadran qui font un peu le tour d'heure même s'il n'y a pas d'index, deux lignes très très fines, deux aiguilles fil dorées du plus bon goût et surtout un boîtier rectangulaire à double gaudron avec un double gaudron qu'on va retrouver également sur les anses qui sont vraiment jolies de cette pièce. Et quand on tourne la montre, on voit une signature qui m'intéresse beaucoup, qui n'est autre que Audemars Piguet Suisse. D'ailleurs,
Vous remarquerez qu'au-delà du numéro de série qu'on trouve sur ce fond de boîte, on trouve des poinçons très intéressants, en particulier sur la partie gauche, des poinçons suisses, le poinçon Helvetia. Et souvent, vous avez une petite lettre en bas qui indique le lieu de fabrication du boîtier. Et ici, on va avoir sur la partie droite des poinçons, 2 poinçons hibou qui sont des poinçons d'exportation, c'est-à-dire que la montre a été fabriquée en Suisse, on l'a ensuite exportée pour la vente en France. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Vous allez me dire, Nicolas, pourquoi on a Hermès et pourquoi on a Audemars Piguet. Vous savez que ce n'est que très récemment qu'Hermès est devenue une pointure en matière d'horlogerie. Elle a acheté des fournisseurs, elle a développé sa machine de guerre industrielle en termes de montres. Aujourd'hui, Hermès est un fabricant d'horlogerie pointue, intéressant et juste fort, il faut le dire. Mais à l'époque, Hermès ne produisait pas ces montres. Hermès produisait les designs, mais Hermès cédait des plus forts dans le milieu et pour fabriquer des montres, pour les mettre ensuite dans ses boutiques. Évidemment, on pense forcément à Gégère-Lecoultre, qui était largement présent chez Hermès, comme Universal Genève par exemple, mais il y a aussi Audemars Piguet qui fabriquait des montres pour Hermès, et c'est le cas de cette petite montre des années 70 qui est juste ravissante dans un joli boîtier en 18 carats. Évidemment, vous l'aurez compris, à l'intérieur, un mouvement mécanique et un montage manuel signé Audemars Piguet. Chers amis, pour ceux d'entre vous qui ne se réveillent pas le matin, j'ai le plaisir d'avoir entre les mains, je pense, une des plus belles Memovox que j'ai jamais eues. Vous savez, la Memovox, Memo pour le fait de se souvenir et Vox pour le son, donc c'est-à-dire qu'on peut régler une heure et la montre va se souvenir qu'à cette heure-là, en passant et par un jeu mécanique, sonner. C'est la montre que présente Gégère-Lecoultre en 1950. Elle ne s'appelle pas au départ Memovox, s'appelle Alarm Wristwatch. Nous sommes à la foire de Bâle et le monde entier découvre alors cette montre à alarme. Gégère-Lecoultre n'est pas la première marque à faire des montres à alarme, mais elle est dans les pionnières, dans les premières. On pense évidemment à la Vulcain Cricket, je crois 1 an auparavant, qui présente sa montre à alarme. Ici, chers amis, j'ai le plaisir d'avoir une pièce assez particulière, puisqu'il s'agit d'une référence E860 qui n'est pas une référence commune. Il y a eu très peu d'unités qui ont été produites. On pense environ entre 1500 et 2000 unités. Et surtout, le fait qu'elle ait été aussi produite que la Memobox Polaris, par exemple, qui est une montre assez rare. Par rapport aux références classiques E855 en 37 mm de diamètre, ici, on a 38 mm de diamètre. Et ça se remarque vraiment. Le cadran est juste magnifique. Déjà, au lait dans un état qui est proche du neuf. On va avoir à 6h, à 9h et à midi des index en chiffres romains, mais qui sont stylisés, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir le chiffre 10 en chiffres romains, on va avoir une forme de sablier qui reprend évidemment la forme de ce 10. On va avoir des aiguilles qui sont larges, on a le disque central pour le réglage de l'alarme avec son petit repère Memovox avec une petite touche de matière luminescente, tritium, vous le voyez à 6h dans le cadran T, Swiss Made T, pour indiquer qu'il y a du tritium dans le cadran. Je sais pas, ce cadran il respire, ce cadran il est solidier au centre, là où il y a le disque. Enfin, c'est vraiment une pièce merveilleuse. On va avoir un boîtier plaqué en or jaune 80 microns. Donc, on n'est pas sur les plaquages actuels qui sont plus de l'ordre de 5-10 microns, voire 15, mais on est vraiment sur un plaquage heavy, si je puis dire. 80 microns, c'est vraiment épais. Ce qui fait la différence sur ce modèle. Pour les yeux avertis, vous avez remarqué par rapport aux références plus classiques de Memovox, là où on va avoir des couronnes un peu plus grosses, ici on a des couronnes qui sont plus petites, c'est tout à fait normal et tout à fait d'origine. D'ailleurs, si vous posez la question du fonctionnement de l'alarme sur ces montres-là, on est loin de la répétition minute, mais en fait, sur le fond de boîtier, vous allez avoir un petit ergot qui fait partie du fond de boîtier, et vous allez avoir dans le mouvement un petit marteau qui va frapper très très vite, du coup quand la montre est fermée sur ce petit ergot, ce qui va créer une vibration dans la montre puisque c'est relié au fond de boîtier. Donc si vous posez la montre comme ça ou si vous la portez au poignet, vous serez forcément réveillé. Démonstration, non pas en image, mais en son. Je pense que ça suffira à réveiller les plus braves d'entre nous. Quand je vous ai dit en début de vidéo qu'il y aurait vraiment du lourd dans cette sélection de montres qui vont être vendues chez Rossini le 26 novembre, j'ai pas menti. J'ai eu le plaisir de trouver dans cette sélection et expertiser une Breguet bien particulière, une montre plutôt élégante, une montre plutôt rectangulaire, comme nous l'a dit notre cher Emmanuel Breguet, que l'on salue et qu'on le remercie au passage, parce qu'il est toujours d'une aide des plus précieuses quand il s'agit des Breguet qui passent aux enchères. Et on pense évidemment à la dernière vente Sotheby's, qui est juste magnifique pour le 250e anniversaire de la marque, où on a juste vu les plus belles montres de poche, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de les toucher, de les voir, de les ouvrir, les plus belles montres de poche qu'on verra probablement pas tout de suite. Mais en tout cas, Emmanuel Breguet, merci pour tous les détails toujours intéressants que vous nous offrez. Ici donc, comme l'appelle Emmanuel Breguet, une montre rectangulaire à pan coupé.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, aux extrémités, aux quatre coins, vous avez voilà, une forme plutôt coupée et donc vous avez comme ça une forme octogonale finalement, même si on ne remarque pas au premier coup d'œil. Alors vous allez me dire, c'est marrant, c'est pas une montre Breguet qu'on a l'habitude de voir. Une montre Breguet qui, comme le disent les archives de Breguet, a été vendue en 1977. Donc 1977, si vous vous souvenez bien dans l'histoire de Breguet, on est dans la période Chaumet. Les frères Chaumet reprennent Breguet en 1970 pour une période de 15 ans environ. Et donc on va voir comme ça un design finalement très classique, très français, signé Breguet. Vous avez un cadran qui est finement brossé, peint, des index qui sont à la fois dorés en applique avec une petite touche de noir, tout comme les deux aiguilles au centre. Ce qui m'intéresse, puisqu'il faut parler d'expertise, c'est qu'au dos, on va avoir les 4 informations importantes. La première, c'est le numéro de série, 178 200. Quand on regarde les autres montres rectangulaires pour couper, les numéros se suivent à 1 ou 2 numéros près, puisqu'évidemment, on n'a pas toutes les montres en notre possession. Et je remercie d'ailleurs notre cher ami Christophe Touache pour les intimes sur Instagram, qui lui a le plaisir d'en posséder une. Les numéros sont très très proches. En dessous, 719, c'est la référence du modèle, et vous allez avoir 2 poinçons qui nous intéressent près du numéro de série. Tout d'abord un poinçon de maître, donc celui qui a fabriqué le boîtier de la montre en losange, poinçon français avec EJ et un petit sablier pour Edmond Gégère. À droite un poinçon de tête d'aigle, poinçon de garantie de l'or 18 carats. Donc vous voyez que les frères Chaumet dans les années 70 collaborent avec les établissements Gégère pour la fabrication de certaines montres, et c'est ça ici qui est très très intéressant. À l'intérieur, on va avoir un mouvement mécanique à remontage manuel, vous vous en doutez vu la finesse de la montre, qui n'est autre qu'un mouvement Gégère-Lecoutre. Donc vous avez vraiment Gégère qui a maîtrisé de A à Z cette montre sur un design probablement Breguet. Ce que j'aime particulièrement, c'est le fait d'avoir la boucle qui est d'origine, la boucle d'origine en or 18 carats avec son numéro 261 et un poinçon de maître qui n'est pas Edmond Gégère mais qui est PF pour les établissements Paul Franck à Saint-Leu-la-Forêt en 95, qui est un établissement qu'on a beaucoup vu. Il fabriquait beaucoup de boîtiers pour les marques suisses, notamment Omega. Bref, une Breguet d'exception qu'on ne verra pas tous les 4 matins. Chers amis, que serait une belle sélection de montres sans un beau chronographe? J'ai eu le plaisir d'expertiser un Compax, célèbre chronographe d'Universal Genève, ici dans un très très beau boîtier de 36 mm de diamètre, donc plutôt costaud, en or 18 carats. Vous savez, l'histoire des chronographes chez Universal Genève, elle a vraiment sa source dans les années 30, et en particulier lorsqu'au milieu des années 30, en 1934 pour être exact, elle présente son Universal Genève Compure avec ses célèbres 2 boutons poussoirs, un pour le démarrage du chronographe, pour arrêter le chronographe, et l'autre pour le remettre à zéro. C'est en 1936 qu'on va découvrir un peu la famille des Compax avec le Uni Compax. Donc vous avez une petite seconde à 9 heures et un totalisateur des 45 minutes du chronographe à 3 heures. Et un tout petit peu plus tard, la présentation des Compax avec un totalisateur des 12 heures supplémentaires à 6 heures dans le cadran. Ce qu'il faut vraiment regarder, à mon sens, sur Universal Genève, sur un chronographe Universal Genève, c'est la qualité de son cadran. Déjà, s'il n'a pas été restauré, beaucoup de cadrans d'Universal Genève, de chronographes Universal Genève ont été restaurés. D'ailleurs, ça se voit au niveau de la peinture sur le cadran, au niveau des marquages qui ne sont pas parfaits. Ici, on voit que le cadran est tout à fait original. Malheureusement, il a un peu souffert probablement d'un horloger peu méticuleux. Il y a des rayures sur le cadran, il y a un peu de marque d'oxydation par-ci, par-là, mais il est vraiment dans sa première livrée, si je puis dire, et ça, à mon sens, c'est assez important. Ce que je regarde également, c'est la qualité du boîtier. Ici, un boîtier qui a été très peu poli. On a encore véritablement tous les marquages de référence et de numéros de série au dos qui sont bien visibles. Malheureusement, le chronographe a pris quelques petits chocs. Il a forcément été un petit peu utilisé. Donc, il y a des très très légers enfoncements si on remarque ça à la lumière. Et évidemment, pour tout chronographe Universal Genève qui se respecte, chez Ami, à l'intérieur, on trouve un très très beau calibre. Ici, un calibre 287 qui est vraiment l'ancêtre des calibres Universal Genève de chronographe, qui prenait sa base du célèbre motoriste Martel. Ici, on est typiquement dans les années 1960 et on a le plaisir d'avoir un boîtier de fabrication suisse. Vous voyez sur les côtés qu'on a les poinçons Helvetia, donc un sur la tranche et l'autre sur la corne. On a à l'intérieur la signature Universal Genève avec d'autres poinçons suisses, bien évidemment. Chers amis, avant de passer aux 2 dernières pièces de cette sélection qui sont, à mon avis, mes favorites, puisqu'il s'agit de montres de poche et vous verrez qu'elles sont très particulières, je vais vous parler d'une pièce du milieu des années 2000 chez une marque que j'apprécie énormément, qui n'est autre que Piaget. Vous connaissez mon goût pour l'Apollo, vous connaissez mon goût pour les Warhol. Mais l'autre grande force de Piaget, c'est évidemment ces calibres extra fins, ces montres extra fines. Et si on remonte à la fin des années 50, Piaget présentait son calibre 9P, qui était vraiment ce calibre légendaire, uniquement 2 mm d'épaisseur, qui permettait de sortir des montres
extrêmement fine sur le marché. Même le calibre automatique de Piaget à l'époque, le 12P, fait 2,3 mm d'épaisseur. Imaginez tous les possibles qu'on est capable de faire chez Piaget alors en matière de finesse de montre. Mais l'année qui va nous intéresser, c'est l'année 2014. Présentation de la Piaget Altiplano, donc la famille Altiplano sont des montres classiques, élégantes et très fines. Piaget Altiplano 900P. On est vraiment dans, vous le voyez, la pure finesse horlogère, 3,65 mm d'épaisseur et tous les organes visibles à l'œil qui aiment l'horlogerie. Boîtier en or gris 18 carats, lunettes serties de petits diamants taille brillant. Vous avez un cadran qui est excentré en haut à gauche, si je puis dire, de ce cadran-là, avec de très très fins index en décalque blanche, doublés toutes les 2 heures. Vous avez le balancier à 8 heures, si je puis dire, qui bat son fort. Et vous avez tous les trains de rouage avec les trains, la roue de moyenne, la roue de seconde, la roue d'heure. Et toute la partie sur la droite qui a trait à tout ce qui est l'énergie de la montre. C'est-à-dire que quand vous remontez la pièce à la main, vous voyez que le rocher qui a été ajouré et toujours soleillé, évidemment de la plus belle des manières chez Piaget, permet de remonter comme ça le barillet et de l'énergie à toute la montre. Vraiment une pièce d'exception dans un état tout à fait neuf avec sa surboîte, sa boîte et ses papiers. C'est vraiment une pièce qui n'a jamais été portée, qui sort probablement du coffre d'une personne qui avait voulu beaucoup l'admirer, mais peu la porter, voire pas la porter. Chers amis, pour finir, comme je vous le disais, 2 très belles montres de poche. Une très sophistiquée, une un peu plus abrupte, mais qui en est pas moins charmante. Je vais évidemment vous parler d'une montre de poche A. Lange & Söhne en argent 900 millième, qui, quand on la regarde de premier coup d'œil, évidemment, a tout d'une montre très classique. Un cadran en émail blanc avec plusieurs niveaux, un niveau pour la petite seconde, un niveau pour le centre du cadran, un niveau pour le tour d'heure, des chiffres arabes en décalque noir, une jolie minuterie chemin de fer noir et de très belles aiguilles bleuies à pomme évidée. Mes chers amis, vous savez, ce qui m'intéresse, moi, évidemment, quand j'ai une montre de poche, c'est toujours d'aller voir son cœur. Avant de voir son cœur, on va voir son fond de boîtier ici à charnière. Vous allez avoir 4 informations importantes. Tout d'abord, son numéro de série. Ensuite, le titre de l'argent, ici 900 millième. Ensuite, la signature de A. Lange & Söhne avec la ville de Glashütte. Et tout en haut, chers amis, un poinçon, plutôt une signature importante avec la couronne impériale et la demi-lune qui signifie probablement, mais cela n'est pas certain, quand la montre a été fabriquée en Suisse, et c'est ça que je vais vous dire juste après, en tout cas son boîtier, vous aviez probablement une exportation en Allemagne ensuite. C'est pour ça que vous avez cette couronne impériale avec cette demi-lune qui dit évidemment que le titre est supérieur à 800 millièmes d'argent et que c'était probablement pour une exportation allemande. Justement, avant de vous parler du mouvement, ce qu'on peut lire sur le pendant, c'est un poinçon dans un blason, un poinçon ours, le poinçon suisse pour l'argent 875 millième. Ici, il a été précisé à l'intérieur de la montre que c'est de l'argent 900 millième. Et ce qui est intéressant justement, c'est de savoir que le boîtier a été fabriqué en Suisse, puis ensuite exporté en Allemagne, puisque vous doutez bien que le calibre n'a pas été fabriqué en Suisse, mais a bien été fabriqué en Allemagne, comme nous allons le voir tout de suite. En effet, vous connaissez notre amour pour les mouvements, les calibres de manufacture allemande, en particulier les calibres de Glashütte. On va avoir tous les détails que l'on aime beaucoup, à savoir la platine 3/4, le soleillage du rocher, les vis bleuies, les chatons en or pour les pierres, donc c'est-à-dire c'est la partie qui vient encercler une pierre ici en or. Et évidemment, le plus joli détail, c'est d'avoir un pont de balancier avec un réglage de raquette très très fin. Et donc en fait, quand on parle de montre de Glashütte, souvent on a ce réglage en fin, en col de cygne. Tout ça pour la meilleure chronométrie de la montre, ici avec un échappement à encre suisse et toutes les bonnes signatures sur le calibre, à savoir A. Lange & Söhne, Glashütte, Dresde, 47 986 pour le numéro de série. Vraiment une pièce magnifique en argent dont le boîtier a été fait ensuite, exporté en Allemagne où on est venu lui mettre son mouvement typique de Glashütte avant évidemment d'être vendu. Ah là, les montres de poche, c'est vraiment, je pense, mon dada. D'ailleurs, en parlant de montres de poche, regardez chez vous, dans vos tiroirs, vous verrez que vous pourrez découvrir des merveilles. Et surtout, si vous voyez des petites choses et que vous voulez avoir des informations, et ça m'arrive très régulièrement sur les ravilleurs, envoyez-moi un petit message, je serai ravi d'y répondre évidemment. Chers amis, le meilleur pour la fin, comme d'habitude. Vous vous souvenez quand on était petit à la cantine, on mangeait d'abord les légumes et on mangeait le cordon bleu. Ensuite, c'était toujours ce petit plaisir de finir sur une note appétissante.
Ici, une montre de poche à triple boîtier de 1815. Vous verrez pourquoi, je peux vous donner la date exacte, signée Markwick, Markham et Story. Vous allez voir, c'est une pièce qui a une histoire très intéressante. Ce qu'il faut savoir déjà sur cette signature Markwick Markham, c'est du bon business. Vers 1720, vous avez un partenariat d'affaires qui est soudé entre James Markwick d'un côté, qui lui est déjà actif à la fin du XVIIe siècle, qui est reçu maître en 1720 et qui mourra en 1730, et de l'autre côté, Robert Markham, qui est juste son beau-fils, qui lui va être actif jusqu'à 1780. À la mort justement de James Markwick en 1730, son beau-fils va lui succéder, donc Robert Markham, et va continuer à utiliser ce nom créé entre les deux de Markwick Markham. Évidemment, la maison Markwick Markham va continuer à prospérer et va surtout prospérer pour le marché ottoman et le marché de ce qu'on appelle les montres turques. Mais si la marque continue aussi de prospérer, c'est grâce à des alliances avec certains horlogers anglais de renom. Je pense évidemment à Recordon qui travaillera énormément avec Breguet pour sa distribution. Je pense à Story, qui nous concerne aujourd'hui sur cette montre, ou encore à Borel. Ce commerce entre l'horlogerie suisse et la Turquie, il démarre déjà à la fin du XVIe siècle où les amateurs d'horlogerie ottomans aiment l'horlogerie suisse, aiment les décors peints à la main. Évidemment, ça va être encore plus fort à la fin du XVIIIe siècle quand vous allez avoir en Suisse le développement des automates. Ça va vraiment stimuler le marché ottoman qui va toujours demander plus de montres. Et dans notre cas, vous allez avoir véritablement deux marchés qui vont compter pour l'Empire ottoman. C'est à la fois le marché genevois, le marché suisse d'horlogerie, mais également le marché très concurrent anglais et en particulier venu de Londres. Le thème il va toujours être similaire. Vous allez avoir des décors de peinture sur émail qui représentent des fruits, des fleurs, des paysages. Évidemment, puisque nous sommes sur un marché où l'islam est la religion principale, on n'aura pas forcément de représentation de figures, de personnages en tout cas. C'est ce qui explique le fait d'avoir cette recrudescence de fruits, de paysages, de bateaux, de ce que vous voulez, mais pas de personnages. Et ici, on voit tout de suite qu'on a affaire à une montre turque ou une montre pour le marché ottoman pour deux détails importants. Le premier détail, c'est évidemment le fait d'avoir des chiffres, des index, des heures turques, donc avec une police très particulière. Ça, c'est vraiment une des premières signatures. Et la deuxième, c'est le fait d'avoir un boîtier en trois parties. Vous avez deux boîtiers de protection et ensuite vous avez le boîtier de la montre. La raison, elle est très simple. Ces montres-là étaient portées par les Turcs à la ceinture. Et toute la journée, ça se trimballait. Ça touchait notamment le pistolet qui était non loin. Et afin d'éviter d'abîmer la montre, on y mettait des boîtiers. Je vous rassure, vu la qualité de ce garde-temps, je pense qu'elle n'a pas été beaucoup portée à la ceinture. Cette pièce, elle est à mon sens exceptionnelle puisqu'elle est dans un état déjà qui est proche de son état d'origine, proche du neuf. Vous avez un cadran en émail blanc qui est juste immaculé. Vous avez une minuterie chemin de fer. Vous avez tous les index, que ce soit pour la minuterie ou pour les heures qui sont à police turc. Vous avez deux aiguilles en or qui vont s'extraire de l'émail blanc qu'on appelle beetle and poker. Beetle pour la forme, l'extrémité évidemment de l'aiguille des heures. Et poker, c'est le tisonnier pour remuer les charbons dans l'âtre. Et c'est évidemment la forme de l'aiguille des minutes. L'autre beauté évidemment de cette montre, c'est d'avoir des décors peints qui sont juste fous sur le deuxième boîtier donc, qui va protéger la montre finale. On a un décor au dos qui est juste somptueux avec l'océan ou la mer, où l'on voit deux bateaux qui naviguent avec le vent qui vient caresser leur fanion. On va avoir un phare et on a comme ça une cascade d'eau juste magnifique derrière. Et il y a beaucoup de lumière qui est apportée à ce décor qui est presque translucide sur la partie haute derrière les nuages. Parce qu'en fait, derrière ces émaux qui sont très très fins, très translucides, on va avoir un décor guilloché. Donc ça que quand on joue avec la lumière, on a vraiment l'impression de soleil dans les nuages. C'est un exercice magnifique. Pour le reste des boîtiers et même pour le boîtier principal, on va retrouver des gravures qui ont été émaillées à décor de fleurs, à décor de rubans. Et sur le boîtier principal, des décors peints sur émail avec l'idée de musique, l'idée des arts, l'idée des sciences qui sont présentées et qui probablement est une commande particulière du marché ottoman, vous vous en doutez. Vous le savez, sur ces montres-là, pour découvrir le mouvement, il n'y a pas un fond de boîtier traditionnel. Il faut d'abord ouvrir la lunette qui retient le verre. Et ensuite, en bas du cadran à 6 heures, vous avez un petit ergot où il faut venir appuyer. Là, vous allez soulever par charnière toute la partie cadran aiguille mouvement. Sur ce mouvement, évidemment, on voit la signature Markwick Markham avec Story, donc l'horloger avec lequel la maison va être partenaire. Vous allez avoir sur ce fond de boîtier des poinçons qui vont nous indiquer une fabrication à Londres,
en 1815. C'est très facile pour les poinçons anglais, il y a vraiment une belle base de données. Par contre, il faut que les poinçons qui sont sur le boîtier ne soient pas trop effacés, mais ce n'est pas le cas ici. Comme je vous le disais, le mouvement il est juste magnifique. On a donc le balancier qui est donc au-dessus du mouvement. Ici, on a un mouvement qu'on dit traditionnellement à coque. Avec le coque, c'est cette pièce qui vient protéger le balancier, qui est un peu l'ancêtre de ce que va être le pont de balancier. Ici, il est ajouré, il est gravé, il est largement décoré. C'est juste magnifique. Vous avez l'utilisation de vis bleuies et à l'intérieur, vous avez, comme ça, pour soutenir les deux platines, des piliers qui sont décorés et vous avez ce système de fusée de chaîne, vous savez, qui va permettre de distribuer l'énergie de manière constante tout au long de la marche de la montre. Une pièce vraiment formidable qui nous renvoie au début du 19e siècle, qui a probablement été vendue au marché ottoman, qui a été fabriquée à Londres. Vous voyez tout l'imaginaire qui est derrière est juste dingue et la qualité, vous voyez, des émaux, juste fantastique. Vraiment mon gros coup de cœur pour cette sélection de montres. Chers amis, c'est tout pour moi aujourd'hui pour cette sélection de montres qui vont être vendues dans la maison de vente Rossini le 26 novembre à partir de 14h au 7 de la rue Rossini à côté de l'hôtel Drouot. Vraiment une sélection formidable. Pour moi, le plus bel épisode à jour de notre série perpétuelle. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire si vous voulez comprendre davantage de choses et même si vous désirez voir dans le futur d'autres montres dans cette sélection, d'autres montres qui pourraient piquer votre attention. On vous aime, à bientôt. Merci.